Mesdames, Messieurs, bonjour. Après la phase écrite, place à la phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires. Elle se déroule dans tous les centres d'examen, à l'image de l'EPP Glodjigbe. La Cité internationale de l'innovation et du savoir, projet emblématique du programme d'action du gouvernement, sera bientôt effectif. C'est en tout cas ce que laisse penser le lancement officiel effectué ce mercredi. Et puis, le Bénin accueille depuis ce mercredi la 9e édition du Forum Africa Carbone, une rencontre dont l'objectif est de discuter des opportunités dans le cadre du mécanisme pour un développement propre. Bienvenue dans ce journal. Démarrage effectif des épreuves physiques et sportives pour le compte de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2017. Les candidats font face aux épreuves de gymnastique et grimpée depuis ce matin dans les différents centres de composition. Aristide Setti et Denis Maroya font le point de ces différentes activités. Commencé le mardi dernier, l'examen du certificat d'études primaires suit son cours avec le démarrage effectif des épreuves de l'éducation physique et sportive sur toute l'étendue du territoire national. À la suite du tirage au sort effectué le 27 mai 2017, les candidats au CEP font face aux épreuves de gymnastique et de grimpée. Ici, au centre de composition de Glodjigbe 1, le chef centre parle des dispositions prises et rassure. C'est pas très bien, sous une surveillance accrue. Tout le monde a le regard vers nos portiques. Vous avez vu tout à l'heure, non? Donc ça se passe bien, on veille au grain pour que les enfants ne tombent pas. Quand on sent qu'il y a un enfant qui est incapable d'aller de monter là, on lui dit de descendre gentiment pour ne pas avoir de casse. Selon les examinateurs, les épreuves physiques et sportives se déroulent sans difficulté majeure. Ça se déroule normalement selon les tests qui régissent cet examen. Nous avons démarré les activités sportives ici depuis 8 heures. Nous sommes maintenant au niveau du grimpé où les enfants passent un à un devant nous afin de développer les techniques que nous leur avons apprises en classe. Répartis sous la supervision de plusieurs jurys et satisfaits de l'organisation, les candidats expriment ici leurs sentiments. J'ai trouvé ça bien et j'ai mis mes pieds sur la corde et j'ai tenu la corde avec mes mains. Bien serré. Et je suis partie en haut, je suis revenue en bas. C'était excellent. Pour faire, on garde bien la corde, aller en haut et toucher, et redescendre tout doucement pour ne pas se blesser. Le certificat d'études primaires prend effectivement fin ce vendredi 30 juin 2017 à 17h. Les grands projets du Bénin révélés prennent corps, c'est le cas de la Cité internationale de l'innovation et du savoir lancée ce mercredi. Semen City a été conçue pour être une pépinière de talents, d'imminences grises qui porteront et feront une Afrique nouvelle. Reportage. Après son lancement officiel le 16 décembre 2016, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé entre dans sa phase exécutoire. Ce mercredi, c'est à Cotonou que le gouvernement a donné rendez-vous aux présidents d'institutions, aux partenaires techniques et financiers et aux cadres à divers niveaux pour lancer Semen City, la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur, représentant le gouvernement, précise le bien fondé de ce vaste programme d'investissement et de développement qu'est Semen City. Semen City est une opportunité économique, donc, et le Bénin dispose de tous les atouts pour se positionner en plateforme éducative majeure en Afrique. Nous avons notre stabilité politique, notre position géographique stratégique, notre capital humain. Nous avons une jeunesse active, population active jeune très importante, un écosystème de start-up très dynamique, sans oublier la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une relance massive et durable de l'économie. Semen City,
implanté sur un domaine de 350 hectares, est soigneusement pensé pour s'adapter aux innovations technologiques tout en capitalisant sur les atours naturels. C'est ce qu'en dit Claude Borna, directrice de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, qui en expose les grands axes. Semecity est un des 45 projets phares. Et le pari que nous faisons, c'est le développement d'une économie du savoir qui va rapporter de la richesse, mais de plusieurs façons. Nous allons construire une ville avec tout ce qui des infrastructures d'éducation, des infrastructures de recherche, de l'incubation, mais aussi des infrastructures pour permettre aux habitants de cette ville de vivre, de dormir, de manger. Ça génère de l'économie de la consommation. Les habitants, la matière grise des personnes qui seront à Semecity va permettre de créer de nouveaux services, de nouveaux produits, de découvrir des solutions innovantes à des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et c'est réellement là que nous faisons une différence et que nous créons une économie qui permet un développement durable. Alors en 10 points, je vais vous résumer notre vision, notre concept autour de ville intelligente, incubation, innovation, formation. On ne dit plus éducation, on dit formation, et je vais vous expliquer pourquoi. La communauté et son rôle, l'environnement, l'interdisciplinarité, l'expérimentation, la recherche et le capital humain. Semecity est présentée comme une haute instance de formation d'une nouvelle génération de talents. Elle devrait favoriser les synergies entre la formation, la recherche et l'incubation des solutions innovantes pour répondre aux défis économiques de l'Afrique et offrir des opportunités d'avenir à la jeunesse du continent. Le 9e Forum africain sur le carbone a démarré ce mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. C'est le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, représentant le chef de l'État, et le directeur des changements climatiques du groupe de la Banque mondiale qui ont présidé la cérémonie d'ouverture en présence des participants venus de plusieurs pays africains. C'est un reportage de Koneya Issé. Le Forum africain sur le carbone est une rencontre annuelle qui regroupe les pays africains et les partenaires au développement autour des questions liées à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. La rencontre de Cotonou, la 9e édition, doit répondre à 2 préoccupations majeures, à savoir la promotion du développement à faible niveau de carbone sur le continent et la facilitation des processus de captation des financements nécessaires aux projets d'adaptation et d'atténuation des effets néfastes des changements climatiques. Ce forum illustre pour le représentant résident du système des Nations Unies au Bénin, Isiaka Koulibaly, la volonté des pays africains à contribuer énormément à la résolution des problèmes d'ordre climatique au plan mondial. La tenue du présent forum constitue une preuve de mise en œuvre au niveau continental de la volonté collective exprimée par la communauté internationale pour changer de paradigme de développement, notamment en faveur des pays pauvres. En effet, la problématique au niveau mondial sur le changement climatique ne se limite plus à une question d'ordre environnemental, mais s'inscrit dorénavant dans une vision, je dirais une approche plus large, qui relie étroitement les objectifs environnementaux aux objectifs de développement économique et social. Le ministre du Cadre de vie, José Didier Eto'o-Dato, dans son discours de bienvenue, a précisé les objectifs spécifiques de la rencontre qui s'inscrivent dans le cadre des MDP, mécanismes de développement propres. Son homologue du plan du développement, Abdoulaye Biotchané, représentant le chef de l'État, dans son allocution d'ouverture, a présenté la vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique avant d'exhorter les participants à faire du continent un leader en matière de réduction des gaz à effet de serre. Je n'ai donc aucun doute que ce 9e Forum africain du carbone nous permettra d'engager le continent dans des actions transformatrices, avec un leadership de type nouveau. L'heure de l'action a donc sonné, pour les Africains, mais aussi pour nos partenaires. Nous espérons que Cotonou restera des traces dans la série des forums sur le carbone et que vous garderez de votre séjour ici quelques souvenirs agréables.
La rencontre de Cotonou, qui va durer 3 jours, va permettre aux participants venus de plus de 60 pays à faire le point des besoins en financement pour la mise en œuvre des CDN, les contributions déterminées au niveau national de réduction des gaz à effet de serre, identifier les possibilités de mobilisation des ressources financières, mais également identifier les opportunités de partenariat appropriées. Les députés béninois se sont réunis du mardi au mercredi 28 juin pour réfléchir sur les propositions de loi portant interdiction de la production, commercialisation, distribution et de l'utilisation des sachets en plastique en République du Bénin. Ils ont étudié également le projet de loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. La séance de travail a eu lieu à Dassazoumen dans le département des Collines. C'est un reportage de François Ndegbeto et Fréjus aussi. C'est l'hôtel GECO de Dassazoumen qui a servi de cadre ce 27 juin 2017 pour la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire parlementaire d'imprégnation de la proposition de loi sur les sachets plastiques et sur la zone littorale. Une cérémonie qui a connu la participation du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du maire de Dassazoumen, des honorables députés membres de la 7e législature, des hauts fonctionnaires du ministère du Cadre de vie. L'objectif est de réfléchir et d'opiner ensemble sur les propositions de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin et sur la loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. À cette occasion, il est revenu à Nikes Fagnon, maire de Dassazoumen, de souhaiter la bienvenue aux séminaristes. Au nom du conseil communal de Dassazoumen et en mon nom propre, la bienvenue à chacune, à chacun et à tous sur cette terre hospitalière des 41 collines qui est la porte d'entrée du septentrion et chef-lieu du département des collines. Je voudrais vraiment remercier particulièrement vous tous qui avez honoré de votre présence, puisque ça montre combien de fois vous êtes attachés effectivement au développement du pays et notamment à accompagner le gouvernement du nouveau départ à travers la vision de son Excellence le Président Patrice Talon, laquelle vision est en train d'être traduite en cette thématique par son Excellence Monsieur le Ministre, que je remercie aussi au passage, pour vous dire combien de fois il est important d'aborder la question cruciale d'amélioration du cadre de vie des populations. Au regard du défi majeur que constitue la protection du cadre de vie et de la santé des populations contre la pollution sous toutes ses formes, le vote de ces deux lois constitue une priorité pour le gouvernement, a déclaré le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Vous remercier sincèrement d'avoir cette forte participation à notre séminaire. Et je voudrais également féliciter tous les organisateurs, tant du côté du Parlement que du gouvernement. La Constitution du Bénin stipule en son article 27 que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. L'État, c'est d'abord les institutions de la République. Et c'est pourquoi nous nous donnons la main pour remédier aux défauts des textes législatifs contraignants devant encadrer cette matière sensible afin que toutes les actions initiées aient un résultat satisfaisant. L'honorable Éric Rouneté, premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant du président de l'Assemblée nationale, a d'abord rappelé le rôle majeur des députés dans la protection du cadre de vie et de la santé des populations avant de procéder à l'ouverture officielle du dit séminaire. Je voudrais inviter les collègues à une disponibilité totale et à un souci
permanent de privilégier dans les propositions d'amendement la protection obligatoire de notre cadre de vie. C'est avec cette conviction et cet espoir que je déclare ouvert le séminaire parlementaire d'imprégnation de la proposition de loi sur les sachets plastiques et du projet de loi sur la zone littorale. Le séminaire de Dassazoumé prend fin le 28 juin 2017. C'était un reportage de Cano François Humbelerinto et Fréjus Fiossi. Certains partis politiques connaissent depuis quelque temps des crises à l'interne après la destitution du président de la Renaissance du Bénin et la nomination de nouveaux dirigeants. C'est le Parti social-démocrate PSD qui a à son tour déchargé son premier responsable, Emmanuel Golou, alors même qu'il a convoqué le congrès réclamé par les frondeurs. Que comprendre de cette crise politique et quelle analyse peut-on en faire? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serlon et Fiac Voitan. La destitution de son président. Des dissensions qu'il est nécessaire, selon Doncla Mabalo, d'apprécier de deux manières. L'actuel régime n'a pas eu besoin forcément des partis politiques pour accéder au pouvoir. Donc, on peut bien se passer des partis politiques. Cela oblige maintenant les partis politiques, si ils veulent continuer à vivre et à briguer des postes au niveau de l'Assemblée nationale, cela les oblige à se réorganiser. Donc moi je pense que cela va de la réorganisation naturelle des partis politiques. Il est important de faire remarquer également que les partis politiques dans lesquels il y a crise aujourd'hui sont les partis qui n'ont pas soutenu le régime en place. C'est totalement clair pour nous. Vous verrez que la Renaissance du Bénin très tôt a fait Zinsou, donc la Renaissance du Bénin n'a pas soutenu le régime du président Patrice Talon. Le PSD de Emmanuel Golou n'a pas soutenu le régime du président Talon. Le PRD, heureusement, au lendemain, a dit clairement qu'il ne ferait pas l'opposition. Donc vous verrez que le PRD n'aura pas de problème. Pour le politologue Francis Lalaye, tous les partis politiques au Bénin ont des mots en commun. Nos partis politiques ont quand même des problèmes de gouvernance interne. Quasiment tous. Un peu comme nos associations d'ailleurs. Dans beaucoup de partis politiques, nous avons énormément de clientélisme. Donc vous avez ce genre de choses. Est-ce que les instances statutaires se réunissent régulièrement? Vous savez très bien comment ça se passe au moment des élections. Vous avez des gens qui font même parfois partie des responsables de certains partis politiques et qui se servent de leurs relations à la Sénat pour savoir s'ils sont sur la liste. Donc ça en dit long sur la façon dont... C'est juste des illustrations que je donne. Plusieurs milliers de Maliens, nous sommes à la page inter de cette édition, ont manifesté mercredi à Bamako pour le projet de révision de la Constitution proposé par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a reporté s'inédier il y a une semaine un référendum prévu le 9 juillet sur ce texte. On écoute quelques manifestants. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, les jeunes du Mali, les femmes du Mali, nous nous sommes retrouvés pour dire oui à la révision constitutionnelle. Parce que tout simplement, nous pensons que réellement, ce projet de révision constitutionnelle va renforcer la démocratie malienne. Ce projet de révision constitutionnelle, contrairement à ce qui est en train d'être dit par certains partis de l'opposant, qui pensent que ce projet va faire du président de la République un monarque, ce projet va faire du président de la République un despote, nous pensons que non, c'est le contraire. Oui, nous sommes favorables à cette réforme constitutionnelle parce que nous pensons que c'est la politique gouvernementale. Et nous croyons à nos autorités gouvernementales. S'ils décident de faire la réforme, c'est que c'est nécessaire. Et surtout, ils parlent de la consolidation de la paix et pour la paix. Je pense que le Mali a beaucoup duré dans cette impasse, dans cette crise. Il est nécessaire vraiment que nous votons oui pour cet référendum si nous pensons réellement que c'est pour la consolidation de la paix. C'est pour lutter contre la corruption, tout simplement. Le président, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a promis au peuple qu'il va lutter contre la corruption. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. Ceux qui ne veulent pas ça. Raison pour laquelle ils sont en train de mobiliser les gens qui n'ont pas compris, grande chose, pour qu'ils disent non.
Des locaux d'organisations humanitaires ont été pillés dans la ville centrafricaine de Bria, où la situation ce jeudi restait calme mais tendue selon l'Organisation des Nations Unies. Un journaliste de l'agence France Presse sur place. Des affrontements entre milices survenus mardi matin ont fait une centaine de morts selon les autorités locales à Bria et des sous-sécurités à Bangui. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique fait le bilan des violences. Les récentes violences de Bria ont provoqué près d'une soixantaine de morts parmi les groupes engagés dans ce conflit que nous regrettons. Et avec un résultat humanitaire en tout cas désastreux, nous nous trouvons aujourd'hui dans les proportions de personnes déplacées internes et de réfugiés similaires à la situation de 2013. Nous sommes à Bria engagés pour protéger près de 85% de la population dans ces camps, dans ces sites de réfugiés. Et nous y réétablissons évidemment toutes les conditions de sécurité qui permettront un retour le plus rapidement possible des populations sinistrées. Le pasteur et militant politique zimbabwéen Ivan Mawarire a été libéré mercredi sous caution de $200, 75 450 francs CFA. La police zimbabwéenne l'a interpellé lundi et l'a inculpé d'incivilité dans l'espace public pour avoir soutenu publiquement des étudiants en médecine qui, étaient en grève. Ces étudiants manifestaient lundi sur le campus de l'université de Harare pour s'opposer au doublement de leurs frais de scolarité qui intervient à 2 semaines de leur examen. Pour rappel, le pasteur Mawarire, qui n'est affilié à aucun parti politique, avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement. Il dénonçait ainsi les conditions de vie de la population et avait déclenché une grande vague de grèves et de manifestations dans le pays. Mais le mouvement s'était peu à peu éteint face à la brutale répression du régime du président âgé de 93 ans. On écoute la déclaration de l'avocat du pasteur après libération de son client. Ils ont été placés en détention préventive et ont été libérés sous caution. Et ils doivent respecter les conditions suivantes. Payer $200, remettre leurs documents de voyage, c'est-à-dire leur passeport, et ils doivent rester à une adresse donnée jusqu'à ce que ce soit réglé. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention.